Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour les webinaires de French Morning London comme tous les mercredis. Aujourd'hui, on va voir comment mettre le private equity au cœur de sa stratégie patrimoniale avec Altaroc. Nos deux experts du jour sont Frédéric Stollard, expert en private equity et managing partner d'Altaroc, leader aujourd'hui du private equity en Europe en qualité institutionnelle à destination de la clientèle privée. Stéphane Moller sera notre deuxième expert. Il est reconnu pour son expertise en gestion de patrimoine. Il accompagne un petit peu plus de 250 familles qui ont tout un point en commun avec vous. Elles sont expatriées dans l'optimisation de leur patrimoine. On va donner un maximum d'informations pour ceux qui ont l'habitude des webinaires de French Morning. Voilà, l'idée, c'est que vous ayez un max d'infos dans un premier temps et à la fin, on donne la place aux questions. Donc, n'hésitez pas à suivre la présentation en plein écran sur votre ordinateur et ensuite, à la fin, poser des questions dans le question-réponse juste en bas de la présentation et nos experts répondront à toutes vos questions. C'est parti, Stéphane, je te donne la parole et puis moi je reviendrai pour le question-réponse à la fin du webinaire. Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup à tous d'être ici présents. Je vais prendre la parole une minute, éventuellement pour compléter ta sympathique présentation, Romain. Effectivement, Private Equity Valley accompagne 250 familles qui ont toutes un point commun avec vous. Ce sont tous des Français de l'étranger. Nous avons des bureaux à Hong Kong, à Singapour, à Dubaï, au Canada, et on traite Londres depuis la France grâce à cette incroyable proximité que nous avons. Trois métiers chez Private Equity Valley, trois métiers principaux. Un, vous aider à faire de la dette en France. Deux, vous accompagner sur vos allocations d'actifs liquides, notamment au travers de contrats d'assurance vie luxembourgeois. Trois, une véritable expertise autour du private equity que l'on partage avec Frédéric Stollard et avec Altaroc. Bonjour Fred. Bonjour Stéphane. Merci de m'inviter. Merci de m'inviter à toi et merci de m'inviter à Stéphane. À Romain. Plaisir. Est-ce que la parole m'est donnée et je lance notre petite présentation, Stéphane et Romain? C'est parti. Vas-y. On est parti. Alors, ce qui est peut-être pas mal, c'est que je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas et ils sont nombreux. Je viens du monde du private equity institutionnel. Je travaille dans cette industrie du PE depuis 35 ans maintenant. J'ai démarré en 90 dans cette industrie. Au départ, j'avais une formation d'ingénieur. J'ai fait l'école centrale Supélec. Je suis ingénieur de l'armement, j'ai travaillé au GIAT Industrie. Au début de ma vie professionnelle, je suis ensuite parti faire un MBA aux États-Unis, à la Wharton Business School. Je suis rentré en Europe en 90. J'ai démarré dans un des grands fonds de private equity de l'époque qui s'appelait Apax Partners. J'y ai passé 4 ans sur du LBO, mid-market. J'ai ensuite été recruté à Londres par un des plus grands fonds de private equity américains qui s'appelle Warburg Pincus. J'ai passé 8 ans chez eux à Londres, en growth et en buyout. Et ensuite, j'ai été recruté en janvier 2001 par deux familles industrielles pour démarrer une nouvelle plateforme de private equity qu'on a appelée Sagar. Deux familles industrielles, une québécoise qui s'appelle la famille Paul Desmarais, une belge qui s'appelle la famille Albert Frère. Ces deux familles m'ont demandé de créer une nouvelle plateforme. L'ambition de ces familles, c'était de créer un groupe, un tour de table de familles industrielles autour d'un thème qui était la francophonie industrielle. L'ambition, c'était de réunir un tour de table significatif auprès de 25 familles, avec des familles qui avaient deux envies, je dirais. La première, c'était d'acheter de façon majoritaire des ETI francophones, françaises, belges ou suisses. La deuxième, c'était d'apporter le bénéfice de leur expertise industrielle à ces ETI pour aider ces ETI en leur apportant le bénéfice de leurs réseaux mondiaux à ces familles, apporter à ces ETI la capacité de passer d'un statut de champion régional à un statut de champion national, champion européen ou champion mondial. Donc j'ai démarré avec ces familles en janvier 2001, pardon. Et pendant 20 ans, j'étais le fondateur et le directeur général des fonds Sagar. Donc j'ai levé trois fonds. Un premier fonds de 600 millions d'euros en 2001, suivi d'un fonds d'1 milliard en 2006 et un fonds d'1 milliard en 2013. 25 familles, chaque famille engageant en moyenne 40 millions et avec des familles de premier plan, chacune apportant sa compétence industrielle dans une verticale donnée. La famille Peugeot dans l'auto, la famille Dassault dans l'aéro, la famille Bettencourt dans le luxe et la cosmétique, la famille, je dirais la famille Arnaud dans le très haut de gamme, la famille Mullier dans la distribution, la famille Mérieux dans la santé,
la famille Bouygues dans la construction. Donc, on a réuni un tour de table de grandes familles qui avaient envie, évidemment, de faire des retours sur investissement efficaces sur leurs capitaux personnels, mais aussi de donner un sens à ce qu'elles faisaient en aidant ces ETI francophones à changer de braquet. J'ai fait ça pendant 20 ans avec une équipe de 50 personnes. On a donc déployé 3 fonds, 600 millions, 1 milliard, donc 2,6 milliards. Et en termes de performance, nous avons livré en moyenne tous les ans sur 20 ans, 22 ans de performance nette de fees et de carry par an et 2,3 fois la mise sur l'intégralité des 2,6 milliards qui nous ont été confiés. Voilà. On a acheté 38 sociétés, 38 plateformes autour desquelles on a consolidé des champions régionaux pour en faire des champions nationaux, européens ou mondiaux. J'ai fait ça. Frédéric, est-ce que tu peux répéter juste le montant, le retour que tu as dit? Nous avons livré en moyenne, Romain, Ouais, 22% net de frais par an, magnifique, tous les ans, magnifique, pendant 20 ans. magnifique, Et en multiple de mise, on a livré en moyenne 2,3 fois la mise sur l'intégralité des capitaux qui nous ont été confiés. magnifique. Ça avait sauté en fait sur le Ah, live. Donc là, c'est nickel. Merci beaucoup. ouais, Bravo au passage. merci. J'ai fait ça pendant 20 ans, Romain, et au bout de 20 ans, je suis parti il y a 4 ans pour une raison très simple. Donc les deux familles sponsors, la famille Desmarais et la famille Frères, ont été des familles magnifiques. Elles nous ont accompagnés pendant 20 ans. J'avais juste envie d'être un actionnaire plus engagé de la société de gestion. C'était compliqué parce que j'étais employé par des familles évidemment performantes, exigeantes, mais l'accès au capital de la société de gestion était compliqué. J'avais envie, en dépit du travail et de la qualité des capitaux déployés, j'avais envie d'accéder à un pourcentage du capital significatif. C'était compliqué dans le setup initial que j'avais démarré 20 ans plus tôt. Et donc, je me suis dit qu'à 54 ans, l'heure était venue de partir, démarrer quelque chose de nouveau. Je suis parti en très bon terme avec tout le tour de table, les familles et les équipes que j'avais recrutées. Et j'avais en tête, en fait, un projet, Romain, qui était que j'avais apporté le bénéfice de mon expérience à 25 familles pendant plus de 20 ans, et avant ça, pendant 10 ans, à des grands institutionnels dans le monde du private equity avec une performance plutôt solide. En fait, moi, si tu veux, je suis parti de 2 constats. J'étais client de 3 grandes banques privées. On est il y a 4 ans, hein. Aucune n'offrait de private equity à ses clients privés, donc c'est le premier constat. Et le deuxième constat, c'est que si tu veux investir dans un très bon fonds mondial de private equity, sachant que l'industrie du private equity, un peu comme le foot, elle est classée en ligue, la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3, la Ligue 4. Alors ça s'appelle pas la Ligue 1, ça s'appelle le premier quartile, c'est les 25% des meilleurs fonds mondiaux. Si tu veux investir dans un fonds du premier quartile mondial, le ticket d'entrée unitaire minimum, il est plutôt de 25 millions, plutôt même 30 millions dans les très grands fonds. Donc si tu veux te bâtir un portefeuille diversifié clé en main de 6-7 fonds chaque année, pour le diversifier mondialement et puis le diversifier par secteur et par sous-jacent, tu es obligé de mobiliser 200 à un peu plus de 200 millions d'euros. Il te faut une équipe d'experts parce que pour rentrer chez ces gérants complexes et peu connus, c'est difficile. Si tu n'es pas client historique, tu ne pourras pas rentrer. Donc la réalité, c'est que le constat que j'ai fait, c'est que les banques ne feraient pas de solution, en tout cas pas mes 3 grandes banques privées, et que si tu voulais te bâtir ce portefeuille diversifié, il fallait être capable de mobiliser des sommes très conséquentes. Donc la révolution 1.0 que j'ai voulu apporter au marché, c'était de dire, je voulais permettre à Romain Poirot, à partir de 100 000 euros, et pourquoi 100 000 euros? Parce que c'est le quantum minimum que l'AMF impose aujourd'hui si tu veux investir en direct en private equity. Je voulais permettre à Romain d'avoir, à partir de 100 000 euros, un portefeuille diversifié mondial clé en main, de qualité équivalente à celui que les familles, ou supérieur à celui que les familles qui m'ont accompagné pendant 20 ans se bâtissaient, sauf que ces familles investissaient on va dire, entre 300 millions et 3 milliards par an en PE. Et moi, je voulais offrir à Romain, on va dire pour 3000 fois moins, un portefeuille de qualité au moins aussi bonne. Donc la révolution Altaroc 1.0, en tout cas c'était l'idée à l'époque, Romain, fabriquer ce millésime, un portefeuille qui soit très simplement fait à 80% de 6 fonds d'exception en private equity, en tout cas 6 fonds qui me paraissaient à moi être les meilleurs du monde, les meilleurs du moment, pour 80% des engagements primaires chez ces gérants-là, et pour 20% d'investir en direct dans des deals sans fees et sans carry à côté de ces gérants. Et j'expliquerai pourquoi ces gérants nous invitent. Quand ils ont des deals un peu trop gros, ils s'indiquent auprès de leurs meilleurs investisseurs qu'ils invitent sans fees et sans carry. Donc en tout cas, c'est le portefeuille que j'avais envie de constituer. Et la révolution 1.0 d'Altaroc, c'était idéalement d'apporter clé en main ce portefeuille à Romain par le biais de son conseiller en gestion de patrimoine, donc par le biais d'un Stéphane Moller, dont tu as besoin pour discuter de solutions patrimoniales complexes. Donc c'était distribué en B2B2C du private equity de qualité institutionnelle à partir de 100 000 euros. Donc l'ambition d'Altaroc 1.0,
c'était de permettre de te construire un portefeuille mondial de qualité instit à partir de 100 000. Voilà. Alors, j'ai parlé de ce projet à un autre jeune entrepreneur du private equity, vous l'avez en bas à gauche sur la slide, Maurice Chéniaud. Maurice est un des vétérans du private equity en Europe. Maurice a démarré il y a 50 ans Apax Partners en sortant d'Harvard avec 2 camarades de classe. Il a fait HEC puis Harvard. Il n'y a pas beaucoup de Français qui faisaient ça il y a 50 ans, 52 ans même. Avec Ronald Cohen à Londres et avec Alan Patrickhoff à New York, ils ont créé Harvard en sortant de la business school. Et il a co-présidé aux destinées de la firme pendant plus de 40 ans. Donc, il a créé un des géants européens du private equity. Apax est un des plus grands fonds européens et même mondiaux de PE. J'ai travaillé pour Maurice pendant 4 ans, de 90 à 94, donc ça fait 35 ans que nous nous connaissons et que nous nous apprécions. Et puis en parallèle, je le mentionne quand même, il y a un peu plus de 34 ans maintenant, Maurice a eu en parallèle d'ouvrir Apax à des instituts. Il a eu l'idée d'ouvrir le private equity à des clients privés. Pas forcément le meilleur du private equity mondial, qui est un peu l'ambition d'Altaroc, je dirais, mais il voulait ouvrir du bon private equity à des clients privés. Et le constat qu'avait fait Maurice il y a 34 ans, c'est un peu celui que j'ai fait aujourd'hui, c'est que si tu voulais investir dans un bon fonds français de private equity, le ticket minimum institutionnel, c'était 10 millions de francs. C'était un très gros ticket il y a 34 ans, Romain. Et lui, son idée, c'était à partir de 100 francs, permettre, alors au père de Romain à l'époque, on va dire ça comme ça, d'investir dans du bon private equity. Maurice a levé 10 millions d'euros en bourse dans une holding cotée qu'il a appelée Altamir, à peu près 60 millions de francs, on va dire. Et l'ambition d'Altamir, c'était de faire du co-investissement systématique à côté d'Apax Partners. Donc les sommes levées ont servi, puisque Maurice était un des co-patrons d'Apax, à co-investir systématiquement à côté d'Apax France et un peu d'Apax UK. Maurice a fait ça avec les 10 millions d'euros qu'il a levés. 35 ans plus tard, ces 10 millions d'euros valent 1,4 milliard. Il a distribué à peu près 400 millions d'euros de dividendes sur les 35 ans. Et donc les gens ont fait un multiple de mise considérable. Et quand j'ai parlé à Maurice de créer un portefeuille qui serait mondial, qui serait multigérant, qui serait pas coté, qui serait clé en main, qui serait 100% digital, ça l'a beaucoup inspiré. Il m'a dit grosso modo, c'est la version 2.0 d'Altamir, viens, on le fait ensemble. Donc Maurice avait, donc Altamir est coté aujourd'hui, 1,4 milliard de fonds propres. Altamir est piloté par une société de gestion qui s'appelait Amboise Partners. Il y avait une petite dizaine de personnes qui pilotaient les destinées d'Altamir au sein d'Amboise Partners, qui est la société de gestion qui prend 1,5% de la NAV en tant que frais de conseil par an pour piloter Altamir. Donc j'ai apporté mon projet à la société de gestion qui s'appelle Amboise Partners, qui pilote Altamir. J'ai racheté un bout important du capital à Maurice. J'ai rejoint Maurice comme directeur général et je lui ai apporté mon projet. Et donc, on a démarré Altaroc au sein d'Amboise Partners. Il y avait donc 2 jambes. La jambe de conseil à la société cotée, qui était la jambe historique, dont tous les succès revenaient à Maurice et à ses équipes, et puis la jambe Altaroc que je lui ai apportée. Voilà. J'ai démarré en pratique avec lui il y a 3 ans. J'ai démarré tout seul ce projet, cette nouvelle jambe Altaroc. Alors, la société de gestion s'appelait Amboise Partners. Vu les succès qu'on a eus sur Altaroc, on l'a renommée il n'y a pas longtemps Altaroc Partners. Donc, la société de gestion aujourd'hui, qui a tous les agréments AMF, s'appelle Altaroc Partners. Et pour faire simple, Romain, j'ai démarré à peu près il y a 3 ans. J'avais une conviction absolue, je ne voulais pas vendre à mes clients privés en direct parce que ce n'est pas mon expérience, c'est celle de conseillers sophistiqués comme Stéphane qui sait parfaitement gérer et appréhender les enjeux patrimoniaux des clients privés. Je voulais travailler en B2B2C, donc pour ça, il fallait une plateforme assez technologique qui permette de façon simple de souscrire à du private equity de qualité institutionnelle, sachant que quand j'ai démarré il y a 3 ans, les tuyaux pour faire ça n'existaient pas, donc on a passé à peu près 1 an à bâtir toute la technologie pour rendre l'expérience de souscription à du private equity de qualité instit simple. Je voulais que les clients de Stéphane puissent souscrire en 3 minutes chrono. Et pour ça, il a fallu réinventer le middle, le back-office du private equity institutionnel. On s'y est attelé pendant 1 an. Nous y étions prêts fin 21. Depuis fin 21, donc 22, 23, 24, en un peu moins de 3 ans, on a collecté 1,3 milliard auprès de 9000 clients privés. On travaille avec un peu plus d'une centaine de partenaires en France et à l'international. Et j'ai recruté 70 personnes pour développer cette nouvelle activité, Romain, en l'espace de 2 ans et demi. Voilà. Comme tu l'as dit, on est devenu à minima le leader français d'un marché nouveau, qui est le private equity de qualité institutionnelle pour les clients privés. C'est un marché sur lequel on a un peu ouvert la voie, je dis la vérité, parce que ce marché était balbutiant il y a 3 ans. On a démontré qu'il y avait un appétit fort des clients privés à travers les premières collectes et les premiers volumes de collecte qui sont vraiment significatifs. Point très important, parce que je sais que pour des conseillers en gestion de patrimoine sophistiqués comme Stéphane, ce qui était très important, c'est que Maurice et moi investissons chaque année, à titre personnel, à nous deux,
33 millions dans nos produits. Donc, nous sommes, avant toute chose, les premiers clients de chacun de nos millésimes. Pour que ce soit clair pour tes auditeurs, Romain, ça veut dire que sur 21, 22, 23, 24, Maurice et moi avons investi 132 millions d'euros. Donc, nous sommes très engagés dans les produits dont nous faisons la promotion. Voilà. Et l'alignement d'intérêt, le skin in the game, est un élément clé de la performance dans le private equity. On se l'applique aussi à nous-mêmes. Voilà. Et pour finir, on a ouvert dans 6 nouvelles géographies depuis 1 an. On a ouvert l'Angleterre, l'Italie, la Suisse, la Belgique, la Hollande et les Pays-Bas, parce qu'on a une conviction absolue, c'est que les clients privés ont besoin d'être équipés dans du private equity de qualité institutionnelle, simple et clé en main dans toute l'Europe. Donc, c'est un peu l'origine de notre démarche. Voilà. Donc, 2 jeunes entrepreneurs du private equity, je fais ça depuis 35 ans, Maurice depuis 50 ans. On a été fondateurs et patrons de fonds internationaux nous-mêmes, et on a une conviction absolue, nous voulons et nous pouvons apporter 60 ans d'innovation institutionnelle en private equity à des clients privés. C'est la raison d'être même d'Altaroc. Voilà, en 2 mots, sur qui on est et d'où on vient. Ça, je l'ai rappelé. Alors peut-être, ah oui, j'aurais peut-être pu dire, Romain, sans être trop fier, on a eu beaucoup de prix, on a beaucoup été primés depuis 3 ans parce qu'on a beaucoup cassé les codes du private equity institutionnel. On l'a ouvert à des milliers de clients, voire à des dizaines de milliers de clients maintenant. Et donc, on a été beaucoup primés en France. On a été élu société de gestion la plus innovante. On a été élu par les conseillers en gestion de patrimoine à Patrimonia, qui est la grande foire internationale du private equity, enfin non, pardon, des CGP, excuse-moi, il y a quelques mois encore, la meilleure société de gestion. Donc, on a été primé et reconnu par l'industrie pour notre engagement, nos innovations et notre qualité disruptive. Voilà. Alors, un point important sur ce qu'est le private equity, Romain, parce que tous tes auditeurs ne connaissent pas la classe d'actifs. Pourquoi ça s'appelle private equity? Parce que ça s'oppose à public equity. Alors, l'industrie du private equity a été inventée aux États-Unis il y a 60 ans, donc tous les termes de cette industrie sont des termes anglais, souvent mal traduits. Public equity, c'est l'investissement en capital dans les sociétés de côté. Donc, public, c'est le côté, les sociétés détenues par le public. Le private equity, c'est l'inverse, c'est les sociétés détenues en main privée. Jusque récemment, l'essentiel des sociétés détenues en main privée l'était par des institutionnels qui confiaient leurs capitaux, que ce soit des fonds de pension, des caisses de retraite, des endowment funds, des fondations ou des familles extrêmement fortunées, des assureurs-vie pour leurs fonds propres, des banques pour leurs fonds propres. Ces grands institutionnels confient ces capitaux à des gérants de private equity qui les encapsulent dans des fonds qui ont souvent 10 ans de durée de vie. Ces fonds mettent 5 ans à déployer les fonds, 5 ans à faire mûrir les fonds. Et en 10 ans, ils essayent quoi? Ils essayent d'apporter leur expertise aux sociétés dans lesquelles ils ont pris une participation, qu'elles soient majoritaires ou minoritaires. Donc, ils essayent d'aider ces sociétés à croître plus vite, à améliorer leur productivité ou leur cash flow, avec une ambition en tête, vendre leur participation à horizon 5-7 ans en espérant faire, en moyenne, Romain, 2 à 3 fois la mise en brut. Voilà. Et l'intérêt de ce capital long engagé dans l'économie réelle, c'est qu'il sert à financer les grands systèmes de retraite dans des économies où les retraites fonctionnent par capitalisation. Donc, le cœur des systèmes de retraite américains, canadiens, anglais, scandinaves, asiatiques, pour une bonne partie de l'Asie, est financé par les institutionnels qui emploient à peu près entre 20 et 25% de leurs capitaux totaux en private equity. On verra après, tout à l'heure, pourquoi et comment. Mais si je fais simple, le private equity est aujourd'hui essentiellement financé par des grands institutionnels mondiaux qui confient ces capitaux sur des durées de 10 ans à des géants. Alors, tes clients auront peut-être entendu parler, ou tes auditeurs, Romain, du private asset. Private asset, c'est une classe d'actifs un peu plus large que le private equity. Private asset, ça couvre la dette privée, le private debt, l'immobilier privé, le private real estate, l'infrastructure privée, le private infra, et l'impact privé, le private impact. Tout ça, c'est des verticales qui sont de l'investissement non coté, mais qui n'est pas d'investissement coté au capital, c'est de l'investissement coté dans de la dette, dans de l'immo, dans de l'impact, dans de l'infra. Nous, on est dans une autre verticale des private assets, qui est le private equity. C'est l'investissement au capital des sociétés non cotées. Donc, c'est un sous-vertical des private assets. Et au sein du private equity, pour que tes auditeurs comprennent bien, il y a 4 sous-verticales elles-mêmes. Donc, dans la niche PE, il y a 4 sous-verticales qui dépendent de la maturité de la société. Lorsqu'une société est peu développée, qu'elle a un concept qu'elle veut développer, un concept, une techno, un service, elle va essayer de lever des capitaux, on va dire entre 1 et 10 millions, auprès d'investisseurs qu'on appelle les venture capitalistes. Alors, les termes sont souvent mal traduits, auprès de capital risqueur. L'équipe, enfin le fondateur ou la fondatrice a un concept performant. Il veut démontrer ce qu'on appelle le proof of concept, donc il va lever
auprès d'investisseurs minoritaires des capitaux et essayer de démontrer que son concept est viable et que ce sera peut-être le prochain Amazon, Nvidia ou Airbnb, si tu veux. Bon, c'est une activité alors très, très excitante parce qu'on a tous le sentiment quand on les finance que ce sont les prochains Amazon et Nvidia. La réalité, c'est une activité qui est très volatile. C'est un métier difficile dans lequel le taux de casse est très élevé. Chez les meilleurs venture capitalistes américains, le taux de casse est d'à peu près 50% au bout de 5 ans. Donc, la moitié des sociétés financées mettent la clé sous la porte. C'est pas tant qu'elles font faillite, Romain, parce qu'elles n'ont pas de chiffre d'affaires, mais elles n'ont pas réussi à démontrer leur viabilité. Donc, 50% des capitaux engagés rendra zéro, 30% des capitaux engagés rendra juste le capital. Et la question, c'est de savoir si les 20% qui constituent le cœur du portefeuille à terme, à l'issue des 10 ans, rendront 2 fois, 5 fois, 10 fois ou 100 fois la mise. Tu ne le sauras en moyenne qu'au bout de 17 ans et demi, parce que la durée de vie moyenne d'un fonds de venture, c'est 17 ans et demi. Et donc, pour nous, ce taux de casse important, cette duration importante, fait que ce n'est pas une classe d'actifs qu'on juge pertinente pour des investisseurs privés. Je mets de côté la dimension émotionnelle. C'est une classe d'actifs qui est très intéressante pour des grands instituts qui ont des très gros portefeuilles et une capacité à supporter volatilité et duration longue, enfin volatilité importante et duration longue. Donc nous, on n'investit pas dans cette verticale-là. Lorsque les sociétés ont atteint une maturité supérieure, si tu veux, dans leur cycle de vie, qu'elles ont 30 à 40 millions de chiffre d'affaires, qu'elles sont en croissance explosive, certaines d'entre elles, en tout cas leurs fondateurs, vont essayer de lever, pour certaines d'entre elles, des capitaux pour continuer à croître plus vite, recruter 50, 100, 200 vendeurs, rentrer dans de nouvelles géographies, acquérir un concurrent. Elles vont essayer de lever des capitaux auprès d'investisseurs minoritaires qu'on appelle des capital développeurs. C'est l'industrie du growth equity, growth capital. C'est le capital développement français. Ces fonds sont minoritaires. Ils n'ont pas recours à l'effet de levier. Ils n'ont pas le contrôle des sociétés dans lesquelles ils investissent. Ils ont de l'influence sur les fondateurs ou fondatrices, et ils essayent de revendre à 5-7 ans leur participation en ayant apporté des capitaux frais et surtout de l'expérience et de l'expertise aux fondateurs qui en ont besoin sur des verticales très bien spécifiées. Cette verticale-là représente 2/3 de ce qu'on fait, Romain, donc ça veut dire que dans chaque millésime, je l'ai dit tout à l'heure, dans chacun de nos millésimes, de nos saisons Altaroc, le fonds est investi à hauteur de 80% chez 6 gérants et à 20% dans du co-investissement. Sur les 6 gérants, tu auras 2 gérants de growth capital chaque année. Ensuite, tu as la verticale la plus connue du private equity, c'est le LBO, le leverage buyout, le buyout. En français, le capital de transmission. Ça consiste pour des fonds de private equity à racheter de façon majoritaire des sociétés, cette fois-ci, en utilisant un peu d'effet de levier, entre 30 à 50% du prix d'acquisition total en effet de levier, parce que là, on accompagne des sociétés qui sont en croissance significative, mais moins importante que les boîtes en growth. Elles croissent, si tu veux, entre 5 et 15% par an. Elles ont des marges d'EBITDA significatives et elles ont atteint une croissance, un rythme de croisière suffisant qui leur permet de passer à une très bonne rentabilité normative, parce que le problème du growth, c'est quand tu recrutes 100 vendeurs, ils ne sont pas rentables souvent avant l'année 3. Donc, quand tu es en hyper-croissance, souvent ta rentabilité normative n'est pas stabilisée et tu consommes beaucoup de cash flow dans tes CAPEX et dans ton BFR. Quand ta croissance se stabilise, tu as une capacité de génération de cash flow qui est plus importante. Donc, les fonds de private equity peuvent mettre du levier pour financer une partie de leur acquisition. Et là, les fonds de private equity rachètent 100% de la société, associés évidemment le management, qui n'est souvent plus le management des fondateurs, Romain. Parce que là, on est sur une société qui est souvent, je dirais, 15 ans, 20 ans ou 50 ans après son étape des fondateurs. Donc, le fonds de private equity va associer l'équipe de management dans cette opération. Et si tu veux, typiquement, les circonstances dans lesquelles on voit ces opérations de LBO, elles sont très différentes de celles du growth. Dans le growth, c'est le fondateur qui lève de l'argent pour financer son hypercroissance. Dans le monde du buyout, c'est différent. C'est un grand groupe qui vend une filiale orpheline non stratégique et qui va la vendre s'il n'y a pas d'acquéreur industriel à des fonds de private equity. Si on regarde l'actualité française en ce moment, c'est Sanofi qui vend Opella, le leader mondial du Doliprane, à des fonds de PE parce qu'il n'y a pas de trade buyer intéressé. C'est une grande famille industrielle qui vend parce que le ou la patriarche ne veut plus s'occuper d'un business, une filiale orpheline ou un groupe familial dont ils ne veulent plus s'occuper. C'est une société cotée en bourse qui est mal menée en bourse, mal valorisée en bourse, et que les fonds de private equity, avec l'accord du management, vont sortir de la bourse. Ou enfin, c'est une société que des fonds de private equity vont racheter à d'autres fonds de private equity dans le cadre de ce qu'on appelle un LBO secondaire, tertiaire ou quaternaire. Voilà, ce sont les 4 configurations dans lesquelles le LBO intervient. Ça représente 2/3 de nos portefeuilles, donc 4 des 6 commitments primaires qu'on prend, c'est sur du buyout. Et tu as enfin certaines grosses sociétés qui connaissent des moments difficiles. Elles vont rentrer dans des cycles compliqués et souvent des fonds de private equity vont les racheter
pour le redorer, le blason, si tu veux, essayer de le remettre d'équerre. C'est ce qu'on appelle le capital retournement, le capital de redressement, le turnaround equity. C'est fait par des fonds un peu plus audacieux qui vont passer beaucoup de temps à côté des managers à remettre ces boîtes d'équerre. Le problème de cette classe d'actifs, c'est qu'elle consomme beaucoup d'énergie, évidemment des managers, mais aussi des fonds. Donc typiquement, dans ces portefeuilles de turnaround, tu n'as qu'une dizaine de lignes. 5 vont faire faillite sous 2 ans, 3 vont rendre la mise et 2 feront ou pas la perte du portefeuille. C'est un couple risque-rendement très adapté à des instituts, pas adapté à des clients privés, à notre avis. Donc nous, pour être clair, on n'est que sur 2 verticales, le growth pour 1/3, le buyout pour 2/3. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que les institutionnels investissent massivement en private equity, Romain? Pour 3 raisons principales. La première, c'est que les gens ne savent pas vraiment, mais quand tu regardes le nombre de sociétés de plus de 100 millions de chiffre d'affaires en Europe et aux États-Unis, 95% de ces sociétés sont non cotées. Donc, alors, seulement 5% sont cotées. Ça, c'est en nombre de sociétés. Évidemment qu'en valeur, c'est l'inverse. En valeur, 95% de la valeur est captée par les sociétés cotées, 5% de la valeur est captée par les sociétés non cotées. Mais si on cherche le terrain de jeu des pépites, en nombre de sociétés, c'est le non coté qui prévaut. Il y a 20 fois plus de sociétés intéressantes dans le non coté que dans le coté. Donc, en termes de profondeur du marché adressable, c'est dans le non coté qu'il faut aller chercher ces pépites. La deuxième chose qui est importante, et les gens ne réalisent pas toujours, c'est que le private equity a offert historiquement, sur les 20 années passées, une vraie surperformance par rapport au marché coté. Alors, il y a un point très important, Romain. Les clients qui investissent en private equity doivent accepter l'illiquidité qui est attachée à la classe d'actifs. Quand on investit en private equity, on investit sur le temps des entreprises, le temps des business plans. Ça veut dire que pendant 5 à 7 ans, son capital est immobilisé, alors que sur les marchés cotés, le capital est libre. Tu peux rentrer et sortir quand tu le souhaites. Maintenant, il y a une vraie prime attachée à cette illiquidité et en moyenne, sur les 20 ans passés, le capital investi sur les marchés cotés, alors on a pris comme indice ici avec Stéphane le MSCI. Donc le MSCI a rapporté entre 7 et 8% par an, en moyenne tous les ans pendant 20 ans. Le private equity mondial a rapporté en moyenne entre 13 et 14% par an tous les ans. Donc tu as ce qu'on appelle une prime d'illiquidité, d'en moyenne 6% pour le private equity. Ça veut dire qu'en face de cette contrainte d'illiquidité, le private equity t'apporte une prime de 600 bips à 700 bips par an. Là où ça fait une différence majeure, Romain, sur la durée, c'est que 7% par an pendant 20 ans, ça fait 4 fois la mise. 13% par an pendant 20 ans, ça fait 12 fois la mise. Donc les intérêts composés avec cet écart de performance sur une période longue permettent de construire des écarts de performance majeurs en multiples d'argent investi sur des portefeuilles patrimoniaux. Donc cet écart de performance historique, c'est une raison importante de l'investissement dans le private equity. C'est la seconde raison. Donc la taille du marché adressable, c'est la première. La surperformance historique par rapport au marché coté, c'est la seconde. Et la troisième raison, c'est que le private equity est moins volatile que ne le sont les marchés cotés. Donc, on t'a mis ici, avec Stéphane, une stat que j'adore. Sur les 22 ans passés, on a indiqué la performance moyenne mondiale de tous les fonds de private equity. Donc, les stats viennent de PitchBook, qui est la database la plus complète sur le monde du private equity institutionnel. On vous a mis ici les performances moyennes mondiales historiques de tous les millésimes de private equity en growth et en buyout qui ont été élevés depuis 22 ans dans le monde. Ce que tu vois, Romain, c'est que le plus mauvais millésime sur les 22 ans passés, c'est 2005. La perf est de 8,5 net positive. 8,5 positive net de fees et de carry. Ce millésime a rendu 1,5 fois la mise. Alors pourquoi c'est le plus mauvais? Alors, j'adore dire ça. Le plus mauvais millésime moyen mondial sur 22 ans, 8,5 positif, 1,5 fois la mise. Quand les marchés cotés ont connu, on l'a tous vécu, en 2001, tu as eu la bulle Internet et l'effondrement des tours du 11 septembre. Le CAC a fait moins 50 en 3 mois. La crise des subprimes en 2008 avec l'effondrement de Lehman, le CAC a fait moins 50. On a connu des effondrements de marché coté à moins 50 quand ces moments-là ont en fait été des moments très décorrélés pour le private equity qui ont en fait été les meilleurs moments d'investir en PE parce que tu investissais sur des prix d'entrée qui étaient bas. Alors, pourquoi le millésime de 2005 a été un millésime un peu difficile? Bien parce que les fonds qui ont été élevés en 2005 se sont investis entre 2005 et 2009 au plus haut des marchés et ont désinvesti entre 2009 et 2014 au plus bas des marchés. Donc pour un millésime qui a investi au plus haut et qui a vendu au plus bas, il a quand même réalisé en moyenne 8,5 de perf positive et 1,5 fois la mise. Ça ne veut pas dire, Romain, que le plus mauvais des fonds de private equity a livré 8,5 et 1,5. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que la moyenne mondiale du PE, la plus mauvaise moyenne mondiale millésimée du PE, c'est 2005, 8,5 positif et 1,5 fois la mise.
Ça veut dire que le private equity est beaucoup moins volatile que ne le sont les marchés cotés, en tout cas historiquement sur les 20 ans passés. Et surtout, ce qui est intéressant dans un portefeuille pour le diversifier, c'est que le private equity est décorrélé des marchés cotés. Les plus mauvais moments sur les marchés cotés sont souvent les meilleurs moments pour le private equity. Donc, ces deux vertus qu'on met en avant ici, que sont la décorrélation et la moindre volatilité. Donc, si je résume, les trois attraits principaux du PE, c'est le marché adressable le plus vaste pour trouver les ETI et les pépites les plus attractives. C'est le marché le plus performant en termes de classe d'actifs sur les 20 ans passés, qui surperforme le côté de 6 à 700 bips par an. Et enfin, c'est un marché financier qui, historiquement, même s'il a eu une certaine volatilité, parce que tous les produits organiques financiers en ont, c'est un marché qui a été historiquement décorrélé et moins volatile que ne l'auraient été les marchés cotés. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, ce qui est intéressant, Romain, c'est de regarder. Attends, je vais essayer d'enlever le. Sans faire de bêtises. C'est d'essayer de regarder quel est le taux d'équipement des investisseurs institutionnels en private equity. Alors, les gens ne réalisent pas souvent ce que sont que les fonds de dotation aux US. Donc, si tu étudies dans une fac américaine, tu vas payer à peu près 100 000 euros ou 100 000 dollars de fees, de tuition fees par an pendant 4 ans ou 5 ans. Et ensuite, quand tu finis l'école, comme à alumni, tu vas donner de l'argent pendant 30 ans pour te sentir bien dans ta peau d'ancien élève et pour remercier l'école de t'avoir formé. On devrait s'en inspirer en France, ce serait une très très bonne idée. Pour donner une petite idée, ça permet de financer la bourse des universités, la pelote des universités. L'Endowment Fund d'Harvard, c'est 53,5 milliards. Voilà, donc ce sont des poches longues d'épargne qui n'ont pas vocation à être décaissées d'ailleurs. Elles financent un peu le trésor de guerre de ces universités. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si tu regardes Princeton, Harvard, Yale et Stanford, leur endowment fund est investi à 52% de son patrimoine total en PE. Voilà. Donc c'est un taux d'équipement très important. Les fonds de pension publics dans le monde, donc essentiellement, il y en a aux États-Unis, il y en a au Canada, il y en a en Angleterre, il y en a en Hollande, il y en a en Asie, il y en a dans les pays nordiques évidemment. En moyenne, ces fonds de pension sont investis à 22% total de leur patrimoine en PE. Et les fonds souverains dans le monde, donc c'est l'équivalent de la BPI en France, si tu veux, c'est les grands fonds qataris, c'est les grands fonds canadiens. Ces fonds souverains sont investis à 21% de leur patrimoine total en PE. Les compagnies d'assurance vie dans le monde sont équipées à 8% de leurs fonds propres en moyenne en PE. Alors c'est un peu moins que les fonds souverains parce qu'il y a des contraintes réglementaires qui sont très lourdes ici sur le poids des fonds propres en BAL 3 et en Solvency 2. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en moyenne, les instituts dans le monde sont investis à peu près à 20% de leur patrimoine total en PE. Pourquoi? Parce que c'est plus performant que les marchés cotés, parce que c'est moins volatile et décorrélé, et parce que c'est là que tu trouves le terrain de jeu des plus belles pépites. C'est ce qui a fait que les instituts ont historiquement massivement investi. À titre d'information, Romain, la classe d'actifs PE, pour que les gens aient une idée de la taille de l'industrie, la taille des fonds gérés par les institutionnels en private equity aujourd'hui, c'est à peu près 6 trillions de dollars. 6 000 milliards de dollars. Les institutionnels y injectent à peu près 600 milliards d'argent nouveau tous les ans. L'industrie, c'était 1 000 milliards il y a 20 ans, c'est 6 000 milliards aujourd'hui. Elle croît à 12-13% par an tous les ans depuis 20 ans. Pourquoi? Parce que perf, parce que moindre vol, parce que décorrélation. Voilà. Maintenant, au niveau des familles fortunées, alors l'AFO a sorti une stat très intéressante, c'est l'Association française des family office. Elle a sorti une stat il y a 2 mois dans le cadre de son rapport annuel. Les familles françaises dont le patrimoine est supérieur à 200 millions d'euros, ce qui est le cas de très peu de familles, sont équipées à 21% de leur patrimoine total en PE. Donc c'est intéressant, ça donne une idée du benchmark de ce que font les investisseurs sophistiqués ou les familles sophistiquées. Maintenant, la réalité, c'est que les clients français moyens sont équipés à 0,1%. C'est la raison d'être d'Altaroc. Pourquoi? Pas parce qu'ils n'ont pas d'appétit sur le PE, parce qu'avant l'avènement d'acteurs comme nous, l'offre était rare, l'offre mondiale simple et accessible était difficile, et surtout, on l'a vu tout à l'heure, Stéphane, il y a un enjeu de ticket minimum d'accès de connaissances. Voilà. Donc, on a voulu ouvrir cette classe d'actifs, mais je voulais citer ici, en fait, quoi, Stéphane et moi, on aime bien cette stat parce qu'elle donne quand même une idée de ce que les grands institutionnels dans le monde engagent en private equity et de pourquoi. Alors, notre raison d'être à nous, l'ambition d'Altaroc, c'est quoi? C'est que chaque année, on veut fabriquer ce qu'on appelle le millésime. C'est un peu, on fait une saison nouvelle comme sur Netflix chaque année. Donc chaque année, il y a une saison. Il y a eu la saison 21, 22, 23, 24. On en est à notre 4e millésime. Chaque année, nous avons l'ambition d'investir dans 6 fonds de private equity qualité premier quartile et à hauteur de 80% du portefeuille et à hauteur de 20% du portefeuille dans des co-investissements sans fees et sans carry à côté de nos gérants. Ce que je voulais illustrer ici, enfin ce que Stéphane et moi on voulait illustrer ici, et ça c'est un point très important que tu n'as pas sur les marchés cotés, Romain,
c'est qu'entre la Ligue 1 du private equity et la Ligue 2 du private equity, tu as un écart de performance qui est énorme. Sur les marchés cotés, entre un très bon gérant actif, si tant est que ça existe, et un index, tu as 100 à 150 bips d'écart pendant 1 an ou 2 ans. Entre le premier quartile du PE et le deuxième quartile du PE, tu as en moyenne 800 bips d'écart. On l'a vu tout à l'heure, la moyenne du PE mondial sur 20 ans, c'est entre 13 et 14%. La moyenne du premier quartile, c'est entre 21 et 22%. Ça veut dire sur durée longue, Romain, que tu as, si je me projette à 20 ans, là, 13% par an pendant 20 ans, ça fait 12 fois la mise. 22% par an pendant 20 ans, ça fait plus de 50 fois la mise. Le Graal absolu, c'est d'essayer d'investir dans des fonds du premier quartile mondial. Évidemment que le capital n'est pas garanti, évidemment que la performance n'est pas garantie, mais sur les marchés cotés non plus, Romain, ça n'est pas garanti, ni le capital ni la performance. Encore une fois, je rappelle, la grande différence entre le PE et les marchés cotés, c'est pas que le capital et la perf ne sont pas garantis, parce que sur aucun des marchés, ça ne l'est. C'est que pour aller chercher ce niveau de performance, il faut accepter une illiquidité structurelle pendant 5 à 7 ans de son patrimoine. Maintenant, notre ambition à nous, c'est d'investir chez des gérants du premier quartile mondial. Alors, pourquoi c'est difficile et pourquoi Altaroc apporte une valeur ajoutée ici par le biais de Stéphane? Parce que ces gérants du premier quartile mondial, ils sont tous sursouscrits, Romain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis un gérant de 2 milliards de PE, mon dernier fonds fait 2 milliards, j'ai livré 25% de perf net, tous mes investisseurs historiques veulent revenir, et j'ai un problème, je ne peux pas lever un prochain fonds de 4 milliards parce que je ne sais pas trouver assez de sociétés de qualité pour répondre à mes critères de beauté. Les critères qui me permettront de générer cette perf sont très exigeants. Le nombre de sociétés qui correspondent à mes critères de chasse est très limité. Donc la réalité, c'est un peu comme les grands crus, si tu veux, Romain. Tu veux demain 10 000 bouteilles de Romanée Conti. Si tu ne connais pas Romanée Conti, tu ne peux pas les avoir. Eh bien, les fonds de private equity, ces grands crus du private equity, c'est la même chose. Si tu n'es pas client historique, tu ne peux pas rentrer chez eux parce qu'ils sont totalement sursouscrits. Donc, c'est très compliqué d'avoir de l'accès chez ces gérants-là. Et ce que nous apportons chez Altaroc, entre autres choses, c'est la construction d'un portefeuille clé en main chez ces gérants du premier quartile, voire du premier décile mondial. Et si je devais suivre mon analogie, le premier décile mondial, c'est un peu la Champions League du private equity. Voilà, c'est notre raison d'être. L'équipe d'investissement, on est 5. Alors, il manque une personne, je vais la décrire. Maurice et moi, qui avons été d'anciens fondateurs et patrons de fonds de private equity, qui connaissons très bien les dessous de l'industrie pour avoir été dans le PE nous-mêmes. Et puis 2 insights qui nous ont rejoints, Louis et Dimitri. Louis Flamand nous a rejoints il y a 1 an et demi. Louis était le patron mondial du private equity chez UBS. C'est lui qui co-présidait à la sélection de tous les fonds de private equity au sein de la banque privée. Ensuite, il a été pendant 8 ans le patron du private equity mondial chez MetLife, qui est un des plus gros assureurs vie mondiaux et un des plus gros programmes instit de PE dans le monde. Dimitri, lui, a passé 10 ans chez Indosuez et chez Ardian, un très grand fonds de fonds et une très grande banque privée où il était responsable de la sélection des fonds de private equity européennes. Et enfin, Eric Sabia, notre directeur financier, qui depuis plus de 20 ans est directeur financier de fonds de fonds. Voilà, donc on a une très grande expertise de cet écosystème et il faut, pour prendre le moindre engagement chez un gérant, l'accord unanime de nous 5, Romain, donc un process très, très collégial et très complet. Alors, un petit mot sur la façon dont on choisit les gérants, Romain, parce qu'il y a 5000 fonds de private assets qui lèvent de l'argent dans le monde. En termes de tamis, pour que les gens comprennent comment on choisit, il y en a 2000 sur le growth et le buyout. Donc, ça restera un peu le terrain de jeu parce que j'ai dit qu'on faisait que du growth et du buyout. Ensuite, si tu veux, on a 3 critères de beauté quantitatifs. On ne s'intéresse qu'à des gérants qui ont 20 ans d'histoire, qu'à des gérants dont le plus mauvais millésime a livré 15% net et 2 fois la mise cash en cash, et enfin, qu'à des gérants qui lèvent au moins 1 milliard et qui ont au moins 5 milliards sous gestion. Je voudrais expliquer en 2 minutes ces critères, Romain. 20 ans d'histoire, c'est un critère indiscutable chez nous. On ne veut que des gérants qui ont traversé des crises graves et chez lesquels on a pu voir comment ils ont traversé 2001, 2008, la crise du Covid, dans laquelle on a pu voir comment la gouvernance, les process, la culture de ces firmes s'est améliorée avec le temps, et aussi dans lesquelles on a pu voir comment les générations de partenaires fondateurs ont passé la main aux générations futures. Donc c'est un métier de compagnonnage, le private equity, ce n'est pas qu'une science financière. On veut voir des gérants qui ont 20 ans de track et 20 ans d'histoire, donc on n'accompagnera jamais une équipe qui en est à moins de son 5e millésime. Voilà. Ensuite, évidemment, on a un critère de performance. On veut des gérants qui n'ont jamais fait moins de 15% net et moins de 2 fois la mise cash on cash sur leur plus mauvais millésime sur 20 ans. Donc ça met la barre très très haut, si tu veux, Romain. Et enfin, pourquoi 1 milliard minimum de levée et au moins 5 milliards sous gestion et au moins 50 personnes et au moins 10 partenaires qui sont ensemble depuis 10 ans?
parce qu'on ne veut pas investir dans des fonds qui sont trop petits et sur lesquels la performance dépend de un ou deux partenaires clés, des fonds qui soient trop intuitifs personnels. On a une approche très risk-averse, on a une approche très patrimoniale, et donc on veut des fonds qui sont très institutionnels, donc on a mis le cut à 1 milliard et 5 sous gestion. Voilà. Quand on regarde ces trois critères-là, Romain, et c'est ce qui nous a plu, en tout cas nous, il y a que 100, on va dire une centaine de gérants dans le monde qui correspondent chaque année à ces critères de beauté. On va ensuite appliquer, si tu veux, deux critères importants, la géographie et les secteurs. On veut un portefeuille qui est mondial. On est totalement agnostique sur les pays au bémol suivant. Le meilleur du private equity mondial est américain parce qu'ils ont démarré il y a 60 ans, l'Europe il y a 35 ans, l'Asie il y a 15 ans. Et donc, l'écosystème américain, le compagnonnage américain est plus évolué, plus sophistiqué aux US. Il y a 8 à 10% d'écart de perf entre les US, l'Europe et l'Asie. C'est comme ça que ça se passe. Donc, 45% de notre portefeuille est américain, 45% est européen, 10% est asiatique et reste du monde. Et enfin, on a une conviction énorme chez Altaroc, c'est que dans ce monde ultra compétitif du private equity, les meilleurs fonds sont des fonds verticaux, ultra spécialisés par secteur. Nous pensons qu'il sera difficile aux fonds généralistes de livrer de l'hyperperformance ou de battre les benches. Donc, on a décidé de n'investir que dans des fonds verticaux présents sur 4 verticales, qui sont des verticales qu'on juge résilientes, acycliques et porteuses de croissance. Donc, dans les 4 verticales qu'on a promues depuis qu'on a démarré la société de gestion, il y a les éditeurs de logiciels sur le cloud en SaaS sous forme d'abonnement, qui vendent des services qui sont critiques à leurs clients, à des clientèles d'entreprises fragmentées. C'est là où tu peux trouver des sociétés dont la croissance organique est de 15-20% avec des marges de 35 à 40% d'EBITDA sans CAPEX, ce que tu ne peux pas trouver dans le monde industriel. Ça représente une partie importante de notre portefeuille. Ensuite, on est dans ce qu'on appelle les services de santé. On est 50% logiciel sur le cloud, on est 20% services de santé, on est 20% business services, donc B2B services, et enfin, on est 10% ce qu'on appelle place de marché digital B2C. Ce sont des fonds de private equity qui s'intéressent à des marketplaces pour les clients privés qui ont financé les Netflix, les Amazon ou les Airbnb. Voilà. Donc ça, c'est notre prisme sectoriel. Quand on conjugue nos 3 critères de beauté quanti, sachant qu'on a toutes les bases de 2D du monde, avec nos critères pays et secteur, il y a à peu près 25 gérants dans le monde, Romain, qui correspondent à nos critères de beauté. Et ce qu'on fait tous les 5, on va aller camper entre 1 et 6 mois chez ces 25 gérants ouverts à la souscription parmi les fonds du premier quartile chaque année pour essayer d'identifier ceux qui nous paraissent être les 6 meilleurs et ceux chez lesquels on a la conviction qu'ils dupliqueront demain la performance passée, sachant que le caveat du private equity, c'est que rien ne garantit demain que la performance d'hier sera dupliquée. Eh bien, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de battre cet adage, si tu veux, et d'investir chez des gérants chez lesquels notre conviction de diligence, c'est qu'ils ont une vraie capacité à répliquer la performance passée. On a 30 critères de diligence. On va les appliquer, ces méthodes de due deal, et on va rencontrer chez ces gérants les 15 partenaires clés physiquement chez eux, sur site, dans toute leur géographie d'intervention, pour se faire une conviction professionnelle. Est-ce qu'ils peuvent répliquer leur perf historique premier quartile? Voilà. Alors, une fois que j'ai expliqué ça j'en ai parlé, peut-être un petit mot sur le millésime en cours de commercialisation, et après je laisserai la parole à Stéphane. Aujourd'hui, dans le millésime 2024 qui est en cours de commercialisation, nous avons déjà investi chez 5 des 6 gérants dont je vais parler. Le 6e, on ne l'a pas encore souscrit, Romain, parce qu'il n'est pas encore ouvert à la commercialisation, mais on a déjà pratiquement engagé l'intégralité du millésime. Un petit mot pour que tes auditeurs et auditrices réalisent la qualité du portefeuille dans lequel on a déjà souscrit. Alors, je rappelle, ça, c'est 5 des 6 gérants qui représentent 80% du portefeuille. Le reste du portefeuille, ce seront des co-investissements aux côtés de ces gérants. Comme on vient de prendre ces engagements, on n'a pas encore été invité à des co-invests et on le sera très prochainement. Donc, le cœur du réacteur de ce millésime, de cette saison 4 chez Altaroc, ce sont nos 6 engagements chez les gérants. Je vous présente 5 des 6. En Europe, on a investi à date chez 2 gérants. Bridgepoint Development Capital 5. Donc, c'est le fonds mid-market de la grande firme de private equity Bridgepoint. C'est un des gérants historiques leaders du private equity mid-market en Europe, présent sur nos 4 verticales. On est présent sur son fonds mid-market. Donc, c'est un gérant qui voulait lever 2 milliards, qui a été totalement sursouscrit, qui finira à 2,8 milliards, dans lequel il était très difficile d'investir si tu n'étais pas client historique de Bridgepoint. C'est une firme qui a 40 ans d'histoire, qui a déployé 40 milliards depuis sa création et qui, sur les 20 dernières années, sur les fonds matures, a livré 30% de perf net de fees et de carry et 2,6 fois la mise. C'est un gérant qui est 100% européen. Donc ça, c'est notre exposition mid-market buyout Europe. En Europe, notre gérant de growth, c'est Vitruvian, qui est un spin-off d'Apax UK, il y a à peu près 20 ans. C'est un gérant qui, lui, n'est présent que sur 2 verticales, Romain, qui sont les éditeurs de logiciels sur le cloud en mode SaaS et les services de santé.
C'est un gérant qui a investi à peu près 16 milliards depuis 20 ans, qui a livré 23% de rendement net de fees et de carry et avait à peu près 2,6 fois la mise, et qui était essentiellement investi en Europe sur des boîtes en hypercroissance. Il ne fait de l'investissement qu'en minoritaire, avec à peu près une exposition à l'Europe à 65% et des sociétés dont la croissance organique est supérieure à 30% par an, ce qui est extrêmement dur à trouver, avec une exposition très pan-européenne. Sur le monde américain, on a 3 fonds. Un fonds de growth qui s'appelle Summit, qui est un peu le modèle que Vitruvian a essayé d'émuler, si tu veux. Summit a 40 ans d'histoire, la firme est née en 84, il y a 112 professionnels d'investissement, donc c'est une firme extrêmement costaud, qui a déployé plus de 37 milliards, presque 40 milliards depuis 40 ans, si tu veux, avec une perf net qui est vraiment remarquable, 33% de perf net, 2,9 fois la mise, et une exposition 100% américaine, quasi exclusivement sur 2 verticales que sont les services de santé et les éditeurs de logiciels. Ça, c'est du minoritaire sans levier. Et enfin, sur le monde majoritaire buyout, on a investi chez 2 fonds du même gérant qui s'appelle Thomas Bravo, qui est le fonds spécialisé chez les éditeurs de logiciels sur le cloud. Il fait ça depuis plus de 25 ans. Il a déployé 140 milliards à date sur cette industrie ultra verticale et ultra spécialisée, avec une performance de 29% net de fees et de carry et un multiple de mise de 2,9 fois la mise. Et une présence quasi exclusivement américaine. Et là, on a choisi 2 fonds de la galaxie Thomas Bravo, un fonds mid-market qui s'appelle Discovery 5. Alors, ça fait un peu sourire, un fonds mid-market de 7 milliards. En Europe, ça ressemble plutôt à du large cap. Mais là-bas, c'est du mid-market et un fonds large cap de 20 milliards. Voilà. Ça donne un peu une idée, Romain, de la qualité du portefeuille. Je vais faire un dernier point avant de passer la parole à Stéphane. C'est que pour les clients les clients de Stéphane qui choisiraient d'investir en Altarock, c'est un point très important pour leur simplifier la vie dans leur parcours. Ils ne seront appelés que 2 fois par an de façon extrêmement lisible. Donc, un client qui a engagé 100 000 euros, il sera ou elle sera appelée à hauteur de 10% par semestre, date fixe, quantum fixe. Donc, 1er avril de chaque année, 1er octobre de chaque année, le ou la cliente de Stéphane sera appelée à 10% de son engagement. Donc, le fonds est extrêmement lisible, le fonds est extrêmement simple. Il n'y a pas d'appel de fonds à des dates inconnues sur des quantums inconnus. C'est très simple à souscrire et j'aime bien filer la métaphore avec Netflix. C'est un abonnement dans le cadre de nos millésimes. Sur 5 ans, le ou la cliente est appelée à 20% par an pendant 5 ans, date fixe, quantum fixe. Voilà, donc grosso modo, c'est ça le millésime Altarock, c'est notre saison 4. On en a collecté à peu près pour 1,3 milliard depuis 3 ans, Romain, pour un peu moins de 10 000 clients. C'est ça qu'on commercialise. Alors, je fais un dernier point, c'est qu'aujourd'hui, ça, c'est une brique fondamentale dans un patrimoine. Maintenant, ce qui est intéressant pour ceux ou celles d'entre vous que le produit intéresse, je dirais que c'est une brique intéressante dans un patrimoine. Ce qui est encore plus intéressant, c'est comment utiliser cette brique patrimoniale pour construire un patrimoine. Et ça, c'est le métier de Stéphane, c'est de vous aider à utiliser les briques patrimoniales millésimées pour bâtir un patrimoine, bâtir une stratégie patrimoniale. Et ça, c'est ce qu'on a bâti notamment avec Stéphane dans ce qu'on appelle Altarock 2.0. C'est la construction d'ambition patrimoniale, la construction de modèles de cash flow sur des durées longues, pour vous permettre de discuter avec Stéphane de quel type de stratégie patrimoniale je veux construire, sur quelle durée, pour faire quoi. Est-ce que je veux me verser des revenus récurrents? Est-ce que je veux me bâtir un mini fonds de pension personnel? Ou est-ce que je veux capitaliser à l'ultime pour doter mes enfants, mes petits-enfants d'un patrimoine dans 15 ans, dans 20 ans? C'est la stratégie Endowment Fund. Et cet Altarock 2.0, eh bien, on a équipé Stéphane d'un logiciel très sophistiqué qu'on appelle RIOP. Et là, Stéphane se fait plaisir, si je peux utiliser cette expression, pour aider ses clients à bâtir des patrimoines longs à base de private equity en utilisant nos briques millésimées. Voilà. Je te passe la main, Stéphane, peut-être pour enchaîner sur cette partie-là. Oui, merci beaucoup, Fred. Tu n'as presque plus de voix. Et pourtant, j'ai 2 questions. La première question, elle est fondamentale pour bien comprendre l'intérêt du private equity, c'est la cyclicité des appels de fonds et des remontées de cash. En fait, je voudrais que tu reviennes une seconde sur, évidemment, voilà, exactement, la cyclicité des appels de fonds. C'est-à-dire, dans un millésime de private equity ou pour un millésime de private equity, le cash, comme tu viens de le montrer, va être appelé sur 5 années consécutives. Donc, pour un commitment de 100 000 euros, on va être appelé à hauteur de 100 000 euros par an pendant 5 ans.
20 000 Et, euros, 20 000 euros, 20 000 euros par an. pardon? 20 000 euros par an. Oui, pardon, 20 000 euros par an pendant 5 ans. Et ce cash va revenir là aussi selon une périodicité ou une cyclicité qui est très attendue. Et c'est le fait de pouvoir imbriquer des millésimes les uns dans les autres qui va nous permettre de bénéficier de ces fameux effets de levier, de ce que nous appelons en private equity le re-up, et qui va en fait nous permettre de bénéficier de ces intérêts composés. Et c'est là que nous, conseillers en gestion de patrimoine, intervenons. C'est sur la bonne stratégie à avoir au regard de la façon dont il faut allouer en private equity et imbriquer les millésimes les uns dans les autres pour pouvoir bénéficier au mieux de ces intérêts composés. Est-ce que tu peux juste donc revenir et nous expliquer ce tableau de sorte qu'on comprenne bien cette cyclicité? Alors Stéphane fait un point très important pour ceux qui suivent ici. C'est que, alors on a vu que, si je reviens un tout petit peu en arrière, nos gérants ici, ils ont fait entre 2,6 fois la mise et 2,9 fois la mise. Ils ont livré entre 23 et 33%. Ce n'est pas l'hypothèse qu'on a prise là, Stéphane. On a fait une hypothèse raisonnable ici. On a fait l'hypothèse que le portefeuille Altaroc, il allait livrer la moyenne mondiale du PE. C'est-à-dire on a fait l'hypothèse ici que le portefeuille allait livrer 1,7 fois la mise et 13% de return. Donc ça veut dire qu'en moyenne, le client ou la cliente qui a engagé 100 000 va récupérer 170 000. Alors déjà, pour comprendre ce que tu as dit, c'est important d'expliquer ce qu'on appelle la vélocité du capital. Donc sur 100 000 engagés, en moyenne, le client ou la cliente va récupérer statistiquement 10 000 euros en année 4 et en année 5, 40 000 en année 6 et en année 7. Donc en fin d'année 7, Stéphane, le ou la cliente a récupéré sa mise. C'est pour ça, Romain, qu'on disait tout à l'heure qu'il y a un engagement dans le private equity. Le client est engagé pendant 5 ans et ça n'est qu'au bout de 7 ans qu'il a récupéré sa mise. Et sa plus-value, il la récupérera en cash sur les années 8, 9, 10 à hauteur de 25, 25 et 20. Bon. Quand on a dit ça, ce que Stéphane est en train de dire, c'est que si on veut faire travailler son capital efficacement, faire un millésime ne suffit pas. Parce que quand vous faites un millésime, vous aurez fait en moyenne 1,7 fois la mise, en moyenne 13% de TRI. Et ce que dit Stéphane, c'est que pour ceux d'entre nous qui ont des durées longues devant nous, ce qui est très efficace, c'est de concaténer les millésimes, de les enchaîner les uns sur les autres, d'anticiper les périodes de distribution et de concaténer optimalement les millésimes pour faire travailler optimalement son capital sur la durée. Si je pousse le raisonnement à l'extrême, ce que Stéphane essaye de vous faire, c'est que, si je reviens sur mon exemple, 13% par an pendant 20 ans, ça fait 12 fois la mise. Ce que Stéphane essaye de vous faire ou toucher du doigt, c'est de toucher cet asymptote de multiple de mise, en fait. Stéphane, il vous dit, quand vous raisonnez patrimoine long, c'est sympa le TRI, mais ce n'est pas ça qui crée la valeur. Ce qui crée la valeur, c'est le multiple de mise. Et pour aller chercher des multiples de mise performants, il faut savoir engager les millésimes les uns après les autres. Alors, je voudrais juste expliquer une chose qui est au cœur de ce que Stéphane explique. En fait, pour faire un millésime Altaroc, la vérité, c'est que du fait du recyclage, et c'est un point très important, du fait qu'à partir d'année 4 et 5, on va commencer à distribuer dans nos portefeuilles du capital, vous avez 10 000 euros de distribution en année 4 et 10 000 euros en année 5 qui peuvent vous servir à financer une partie des engagements en année 4 et en année 5. La vérité, c'est que vous pouvez engager 100 000 et ne les payer qu'avec 80 000 de décaissement cash puisque vous aurez 10 000 euros de distribution en année 4 et en année 5. Ça veut dire que vous ne recevrez pas 170, vous ne recevrez que 150. Mais si je raisonne en cash net, ce que Stéphane veut vous faire toucher du doigt, c'est qu'en capital au travail, je peux raisonner en brut, 100 donne 170, mais je peux plutôt raisonner en net, 80 donne 150. Déjà, ça ressemble plus à 2 fois la mise, qui sont des choses dont vous avez entendu parler en private equity. Parce qu'un des critères que tu as omis de citer tout à l'heure dans la sélection des fonds, Fred, c'est que la qualité des gérants et la qualité des gestions est un critère absolument indispensable, mais que le fonds est aussi jugé sur la qualité de la fréquence de ses remontées de cash. Tout à fait. En fait, les commitments sont très, très forts vis-à-vis des fonds ou depuis les fonds en remontée de cash. Et c'est ça qui va nous permettre d'anticiper, de pouvoir imbriquer les millésimes les uns dans les autres. Et en fait, on en arrive à quelle conclusion? Qu'en année 1, je peux prendre un commitment pour 100 000 euros, mais que je peux très probablement reprendre un commitment pour 150 ou 160 000 euros dès l'année 5 ou l'année 6. Je n'ai pas encore récupéré mon cash, mais je peux déjà le réengager parce que je sais que les fonds vont me le restituer. Et c'est comme ça que je vais attraper ma courbe de re-up.
Alors peut-être, si tu me permets, je vais juste montrer deux exemples parce que ça parle. J'espère que ça donnera envie aux spectateurs de s'asseoir avec toi. Je vais montrer deux courbes que j'adore. La première, c'est celle-ci. Pour financer 6 millésimes Altaroc, Romain, il ne faut pas 600 000 euros. Il faut 310 000 euros de cash. En fait, tu peux utiliser une partie des distributions pour financer une partie de tes engagements. C'est ce que les clients font sur l'immobilier, hein. Stéphane vend de l'immobilier depuis 20 ans. Sur les grands programmes immobiliers que Stéphane a aidé à construire, les clients vont utiliser une partie des loyers pour financer des programmes futurs. C'est exactement ça qu'on met en place ici. Donc en fait, tu peux financer 6 millésimes avec 300 000 euros. Et la réalité, c'est qu'à partir du 7e millésime, c'est que Excel, ce que je dis, c'est pas magique, c'est mécanique. À partir du 7e millésime, le portefeuille est autofinancé. C'est-à-dire que tu peux continuer à prendre des engagements et ton point bas de trésorerie sera 310 000 euros. Tu n'auras plus d'appel de cash. Et je voudrais finir là-dessus, Stéphane, si tu me permets. C'est ce que Stéphane a appelé le re-up. C'est qu'en fait, pour un client ou une cliente qui choisirait, ce n'est pas du tout une obligation, de faire un millésime par an pendant, prenons cet exemple-là, eh bien, si je fais simple, vous prenez 100 000 euros d'engagement par an pendant 20 ans. À partir, le point bas d'appel de fonds, ce sera 310 000 euros en année 6. À partir de l'année 7, il n'y a plus de décaissement à financer alors que vous continuez à prendre des engagements. La réalité, c'est que les distributions des millésimes passés financent les appels de fonds des millésimes futurs. Et qu'à partir de l'année 10, vous aurez en moyenne, et encore une fois, ça n'est pas du tout magique, ce n'est que la mécanique de concaténation de spreadsheet Excel, vous aurez en moyenne 170 000 euros de distribution à partir de l'année 10 pour 100 000 euros d'appel de fonds. Vous vous serez créé ce que Stéphane appelle un revenu récurrent de 70 000 euros. Donc, pour celui ou celle qui prend 100 000 euros d'engagement par an pendant 20 ans, le décaissement maximum statistique, c'est de 310 000 euros. Et le revenu récurrent statistique créé en année 10, c'est de 70 000 euros. C'est exactement ce que fait un fonds de pension. Cette slide, et c'est celle que Stéphane et moi apprécions vraiment, cette slide, elle résume en un mot, Romain, le fonctionnement des fonds de pension américains. Alors, MetLife, il ne met pas 100 000 euros au travail, il met à peu près 10 milliards au travail chaque année. Il a un portefeuille total, non pas 310 000 euros, mais 31 milliards. Et il va être capable de générer, lui il va appeler ça des rentes, pour payer les retraites de ses administrés. C'est exactement ça que Stéphane veut vous faire toucher du doigt. C'est que pour ceux ou celles qui vont concaténer les engagements millésimés sur la durée, on est capable de bâtir des stratégies patrimoniales intéressantes. Alors là, on a montré, Stéphane, ce que tu appelles la stratégie revenu récurrent. Il y en a d'autres. On peut servir je prends l'exemple parce que je sais que Stéphane, il aime bien cet exemple. Mon client, ma cliente a 55 ans, profession libérale. Dans 10 ans, il rentre en France, il veut sécuriser une partie patrimoniale et il veut se bâtir des revenus récurrents. Comment je fais? Eh bien, il commence à investir dans la durée dans ces millésimes-là. Il se bâtit un revenu récurrent statistique à partir de l'année 10. Ce que Stéphane aime beaucoup, c'est qu'à partir de l'année 10, il n'y a plus un millésime, il y a 10 millésimes. Il n'y a plus 6 gérants, il y a 60 gérants. Il n'y a plus 300 sociétés sous-jacentes par millésime, il y en a 3000. Donc il y a un effet de construction millésimée ultra diversifiée, robuste et efficace. Et en fait, Stéphane, toi et moi, ce qu'on aime bien dans cette stratégie Altaroc 2.0, c'est qu'elle permet vraiment de bâtir un patrimoine, pas uniquement d'acheter un millésime, mais de raisonner avec toi, construire un patrimoine sur la durée. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser le private equity comme une pierre extrêmement significative de la construction de notre patrimoine qui va nous permettre, dans un premier temps, d'avoir un effet de capitalisation qui est exactement celui qu'on cherche dans la première phase d'utilisation du private equity. Et dans un second temps, on va avoir un effet quelque part de distribution de revenus ou de revenus récurrents en maintenant fixe le capital au travail. Et l'incroyable travail qu'on fait ensemble, Fred, c'est de réussir à construire ça à une échelle atomique pour des clients privés pour pouvoir se construire des retraites sur le long terme. Et puis, il y a un dernier volet qui est tout aussi passionnant, qui est le volet de la transmission patrimoniale. Le private equity, on en parlera lors d'un autre webinaire, mais est aussi un formidable outil de transmission patrimoniale. Romain, on a essayé de tenir dans l'heure que tu nous avais alloué. On n'est pas trop mal, hein. On n'est pas trop mal. S'il y a des questions sur Zoom, c'est maintenant qu'il faut les poser. Sur les réseaux sociaux, j'ai une question de Patrick. Alors, je laisse le partage d'écran si jamais tu veux peut-être utiliser des slides pour répondre.
Oui. Il nous dit, est-ce que vous pouvez confirmer quels sont les tickets minimums? Alors, on va être très précis. Et Stéphane confirmera. Le ticket minimum pour un millésime Altaroc, c'est 100 000 euros. C'est un ticket réglementaire romain. Donc l'AMF impose, il n'y a pas de souscription possible à moins de 100 000 euros sur un millésime. Maintenant, si Patrick veut faire ce que Stéphane appelle le re-up complet, c'est-à-dire la stratégie qui est décrite ici, il faut que Patrick soit capable d'engager sur 6 ans 310 000 euros. Ça veut dire en moyenne 50 000 euros par an. Alors si tu suis la ligne flux de l'année, en année 1, c'est 20 000, en année 2, c'est 40, en année 3, c'est 60, en année 4, c'est 70, etc. Alors, à ce titre, Stéphane, il a un logiciel très sophistiqué qu'on lui a mis à disposition, qui est un logiciel actuariel de qualité Instit, qui permettra de répondre très précisément à la question de Patrick en fonction des stratégies patrimoniales que Patrick souhaiterait construire avec Stéphane. Mais pour faire une brique millésimée, pour l'instant, c'est 100 000 euros. Mais pour être très précis, c'est 100 000 euros d'engagement, comme on l'a vu tout à l'heure, qui peuvent se financer avec 80 000 euros de cash. Mais ce qui est très important, Romain, ce n'est pas 80 000 euros de cash tout de suite, c'est 20 000 euros de décaissement par an. Donc ça, c'est très important. Et en moyenne, ce sera 20-20-20, 10-10. Donc c'est aussi un lissage sur 5 ans dans le décaissement patrimonial. Parfait. Moi, j'ai une question de Marc. Marc, il nous dit comment est-ce que vous faites pour rentrer dans ces fonds qui sont à ce point-là sursouscrits et surtout dans des fonds de cette qualité-là? C'est le cœur de notre recette, Stéphane. Je vais essayer de faire simple en 2 minutes. C'est très difficile d'avoir de la place dans ces fonds. Alors, il y a plusieurs leviers ici. D'abord, on les connaît très bien, Maurice et moi, pour avoir été leurs concurrents pendant de nombreuses années, et Louis, pour avoir été investisseur chez eux pendant de très nombreuses années. Louis, il était au conseil d'administration des 15 plus grands fonds du monde, et il était investisseur chez eux à travers ses programmes UBS et ses programmes MetLife. Donc, on connaît l'écosystème, Stéphane, pour répondre à Marc. C'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que ces fonds sont sursouscrits. Bon, donc, on les connaît très bien. Mais maintenant, il faut que tu leur apportes quelque chose pour prendre la place d'un institutionnel, Stéphane. Donc, C'est qu'est-ce là que qu'on je leur vais apporte? t'emmener. Je vais répondre. Qu'est-ce qu'on leur apporte? Nous, on a une conviction chez Altaroc, c'est que le client privé n'a jamais été sollicité par ses gérants parce qu'il n'en avait pas besoin, Stéphane. Jusque récemment, ces grands gérants du private equity mondial se cantonnaient à un nombre très limité de clients instit. Ça va paraître fou à Marc, mais des grands fonds de PE, ils ont entre 50 et 100 clients. D'accord? Des clients qui mettent en moyenne 200 millions de tickets minimum. Bon. Donc, pardon, en moyenne 200 millions de tickets moyens avec un ticket mini à 30 millions. Bon. Nous, ce qu'on leur apporte, c'est une diversification, Stéphane, vers une autre classe d'investisseurs, qui sont les clients privés. Et pourquoi est-ce qu'ils nous écoutent? Ils nous écoutent parce que, malgré tout, même si ces fonds sont sursouscrits, il y a de plus en plus de pression institutionnelle pour faire baisser les fees et le carry. Eh bien, nous, on apporte une vraie diversification, presque une diversification patrimoniale pour ces gérants. On leur apporte un accès, idéalement, à des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de clients retail. Nous sommes un peu, pour répondre à Marc, le last mile, de façon hyper simple. Nous, on souscrit chez eux. Ils n'ont pas besoin, on souscrit sans leur présenter nos clients privés. Donc, nous sommes un one-stop shop pour accéder à un nouvel univers de souscripteurs, Stéphane. Donc, on permet à ces gérants de diversifier leurs souscriptions des instits pour baisser la pression institutionnelle sur les fees et sur le carry qui existe depuis une dizaine d'années. Donc, nous sommes une potentielle source de diversification pour les levées de fonds de ces gérants. Alors, si je suis honnête vis-à-vis de Marc, quand j'ai démarré Altaroc il y a 3 ans, j'ai été mendié pour avoir mes allocations. Maurice et moi, on a été mendiés chez les grands gérants mondiaux pour avoir nos allocs. On leur a dit qu'on serait capable, à horizon 4-5 ans, de collecter chez eux 50 à 100 millions, ce qui est quand même des montants conséquents par ticket unitaire chez eux. Aujourd'hui, on a bâti en 3 ans, Stéphane, pour répondre à Marc, on a bâti une vraie notoriété dans le monde institutionnel. Et aujourd'hui, les plus grands fonds nous appellent pour dire on a envie de faire venir des clients privés chez nous. C'est compliqué d'aller les chercher à la pièce. Altaroc est l'agrégateur qui nous permet d'aller les chercher de façon extrêmement simple. Donc aujourd'hui, au bout de notre 4e millésime, nous avons bâti une vraie notoriété dans le monde institutionnel. Et ça, pour répondre à Marc, c'est peut-être la meilleure marque de succès, Stéphane, parce que c'est la preuve de l'acceptation d'Altaroc dans la communauté des LP, auprès des Donc, plus grandes. Voilà une moi, bonne chose. ce que j'en comprends, en fait, c'est que ça les rend moins dépendants de tous ces grands fonds.
Euh, et De du tous coup, ces grands instituts, Romain. Ça, les grands... de ces grands instituts, excuse-moi. Oui, parce Ouais, qu'on oublie souvent que tu prends les plus grands fonds mondiaux, ce qu'on appelle les plus grands GP mondiaux, il y a 10 grands instituts qui sont très importants chez eux et qui peuvent exercer une vraie pression chez eux, dans tous les sens du terme. Et donc, ça leur permet, plus on grossit, plus un acteur comme Altaroc leur permet de diversifier leurs sources de financement. Alors, aujourd'hui, on va être modeste, Romain. On lève des capitaux qui, au regard du monde institutionnel, sont des tickets anecdotiques. Même si on lève à peu près 500 millions par an, c'est beaucoup dans le monde retail, c'est très peu dans le monde instit. Mais notre ambition, c'est de lever plus pour être capable d'apporter à ces gérants de private equity une vraie diversification dans leur stratégie de levée de fonds. Et tu as de plus en plus d'intérêt. Quand j'ai démarré il y a 4 ans, Romain, cette idée de Altaroc, le retail n'était pas vraiment un axe de croissance chez les grands fonds de private equity, à part un ou deux. Et là, ils commencent de plus en plus à le regarder chacun. Et ça commence à vraiment les intéresser. Et on est de plus en plus appelés cette fois-ci nous-mêmes par les grands fonds de private equity qui nous disent, vous ne voulez pas rentrer chez nous. parfait. Euh, on peut encore prendre peut-être 2, 3 minutes. Oui. Êtes-vous un fonds de fonds? Question de Jérôme. Alors, j'adore la question. Oui et non. On est beaucoup plus qu'un fonds de fonds. Romain, je vais expliquer pourquoi à Jérôme. D'abord, un fonds de fonds institutionnel, c'est un objet pas très sympathique d'usage, compliqué, c'est un outil de pro en fait. Nous, si je prends un exemple, ça va peut-être lui parler, on a un moteur de Formule 1 et on l'a carrossé pour qu'il puisse la conduire. Parce que si je lui donne une Formule 1 à conduire, il ne pourra pas la sortir du parking. Et en fait, on a mis beaucoup de features autour de ce portefeuille. Donc, c'est simple à souscrire, c'est simple à suivre, c'est simple à onboarder chez nous. On onboard en 3 minutes chez nous. Enfin, non, chez Stéphane. On onboard en 3 minutes chez Stéphane. Les appels de fonds sont très simples et programmés, ce qui n'est jamais le cas dans un fonds de fonds. Ils sont erratiques. Les contenus chez nous sont très diversifiés. Donc, on produit à peu près 200 vidéos par an sur les gérants qu'on accompagne et les sociétés qu'ils accompagnent. Donc, il y a des tonnes de contenus. Il y a des tutos, il y a de la formation, il y a un accompagnement, il y a un call center. On prend à peu près 3000 appels entrants par an. Donc, je dirais presque, on a carrossé le private equity institutionnel pour que des clients privés puissent y accéder simplement avec une expérience client plaisante, totalement digitale. On a une académie, on fait 500 formations par an à du private equity. Donc, on a rendu le private equity passionnant, engagé, simple, accessible, sans dénaturer le moteur. Et surtout, et c'est le point que Stéphane adore, on a fabriqué des briques millésimées annuelles qui permettent à Stéphane de co-construire avec ses clients des stratégies patrimoniales longues. Et ça, on ne peut pas le faire dans un fonds de fonds classique. Un fonds de fonds classique, il commence à déployer une année donnée, il a fini de déployer au bout de 4 ans, il rend de l'argent au bout de 10 ans et c'est fini. Eh bien là, les saisons Altaroc permettent, et c'est le cœur de notre moteur, de fabriquer le Altaroc 2.0. C'est toute la stratégie patrimoniale dont parlait Stéphane. Donc, il y a beaucoup plus qu'un simple fonds de fonds. Il y a toute la construction patrimoniale avec des conseillers de gestion patrimoine comme Stéphane pour répondre aux questions de la personne qui nous interrogeait. Donc, c'est beaucoup plus qu'un fonds de fonds. Allez, juste une dernière question. Oui. Au vu des retours qu'on voit, quels sont les risques d'investir avec Altaroc? Question de Marie. Bon, je vais être très clair. Le capital, mais comme sur les marchés, c'est très important cette question, Romain. Comme un investissement sur les marchés cotés, parce qu'il y a plein de points communs, le capital n'est pas garanti, le return n'est pas garanti. C'est très important. Et la perf passée n'est pas garantie, ne garantit pas la performance future. Une fois qu'on a dit ça, on est chez des gérants qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans d'histoire, qui ont un taux de perte extrêmement faible et qui ont livré une performance qui est très importante. Alors, le risque, c'est que parfois, ils font des mauvais deals, ils font jamais de mauvais fonds, ils en font qui sont moins bons que d'autres, mais il n'y a pas de mauvais fonds historiquement. Mais il faut accepter, pour moi, le vrai risque, Romain, c'est le suivant, c'est les liquidités structurelles. Ce que cette dame doit accepter, c'est que pendant 5 à 7 ans, si on reprend en fait, il faut accepter ça, Romain. C'est que pendant 5 ans, cette dame qui a pris des engagements chez Altaroc, chez Stéphane, pendant 5 ans, elle est engagée. Et si elle veut sortir, c'est compliqué. C'est compliqué, donc il faudra qu'elle attende la liquidation de son portefeuille. Et en fait, ce qu'elle est allée chercher chez nous, cette dame, c'est la prime d'illiquidité. En fait, on lui a fabriqué un portefeuille diversifié mondial. On a essayé de minimiser le risque au maximum parce que non seulement on n'a pas pris un gérant, mais on a pris 6 gérants. Non seulement si elle a fait le programme REUP que Stéphane recommande,
Elle n'a pas fait un millésime, mais 10 ou 20 millésimes, donc elle a dilué son risque. La seule chose que cette dame ne pourra pas diluer, Romain, c'est qu'elle est engagée sur des durées longues. Donc ça, c'est le risque principal du private equity. Une fois qu'on a dit ça, dans le cadre de la stratégie REUP que Stéphane recommande, elle a construit un système qui fabrique des revenus récurrents. Donc Stéphane a voulu quelque part combattre cette illiquidité en disant à cette dame, je vais vous bâtir un portefeuille qui, au bout de 10 ans, quand vous l'aurez parfaitement armé, vous servira des revenus récurrents. Mais néanmoins, il y a un temps de construction du patrimoine et il faut accepter, Romain, que cette partie, en fait, cette dame ne peut investir qu'une partie de son patrimoine long en private equity. Si elle veut faire 13, 15, 17% par an pendant 2 ans, elle ne peut pas les faire en private equity. La classe d'actifs n'est pas adaptée à ce type de retour. Oui, C'est un point très important. j'ajouterais pour compléter que c'est absolument pas destiné à recevoir 100% du patrimoine d'un client. C'est destiné à recevoir une fraction plus ou moins importante en fonction de la richesse du client de son patrimoine et que son patrimoine et que cette brique de private equity va probablement mettre l'investisseur en risque d'illiquidité entre 5 et 7 ans. Voilà. Et pas du tout pendant 10 ans, parce que finalement, au total, au bout de 7 ans, il aura normalement reconstitué son capital de départ. Donc, il faut accepter de rentrer au démarrage de la constitution de ce patrimoine dans une bulle de liquidité qui va nous mettre en risque entre 5 et 7 ans. Et je pense qu'effectivement, c'est le principal facteur de risque dans la nomenclature de risque auquel on s'expose quand on investit en private equity. Parfait. Si je devais conclure, Romain, quand on dit risque, si je peux me permettre, c'est un risque au regard de l'AMF, c'est un risque dans le SRI et la cotation. Mais là où ce n'est pas un risque, c'est une donnée connue du problème, Romain. Quand cette dame investit, si elle souhaite investir dans un portefeuille Eltaroc ou dans la stratégie REUP que Stéphane recommande, elle ne va pas découvrir que c'est illiquide. C'est une donnée du problème. L'élément fondamental ici, c'est qu'il faut accepter l'illiquidité temporaire attachée à la classe d'actifs. Et la réalité, c'est que les marchés cotés offrent une liquidité permanente et des retours moindres. Ici, le compromis fondamental, la contrainte de la classe d'actifs, c'est d'accepter pendant 7 ans, comme l'a dit Stéphane, pendant 5 ans, son capital est engagé, il faudra attendre la 7e année pour le récupérer. C'est ça qu'il faut accepter, Romain, pour investir efficacement dans cette classe d'actifs sur la durée. Mais tu sais, Fred, quand tu as investi sur les marchés en 2000 et qu'il te faut 7 ans à la bourse pour récupérer le capital de Ah ouais. départ, tu as aussi sur les marchés actions une certaine forme de risque d'illiquidité. Oui, et puis je dirais aussi, si tu me permets, Stéphane, l'immobilier, parce que les gens, historiquement, et je sais que tu en as beaucoup vendu, sur la partie longue de l'épargne, les clients privés l'ont historiquement beaucoup fait en private equity. La réalité, c'est que les investissements immobiliers sont totalement illiquides. J'ai un très bel hôtel particulier dans une ville, j'ai un très bel immeuble de placement, qu'il soit commercial ou logistique ou je ne sais pas, ça ne se vend pas en quelques semaines, ça se vend en quelques mois, voire en quelques années. Donc il faut, si on veut aller chercher de la perf longue, Romain, il faut accepter temporairement une certaine forme d'illiquidité. C'est un peu la conclusion de notre discussion. Voilà, on va conclure là-dessus. On a un petit peu dépassé. Comment on fait pour contacter Stéphane? LinkedIn, Stéphane Ok, Moller, Private Equity Valley, extrêmement facile. Et sinon, Stéphane at private-equity-valley.com. ok. Je mets ça dans le chat. Comme ça, vous avez le mail de Stéphane. Si jamais vous ne retrouvez pas le mail de Stéphane, vous en faites pas. Tout ça, c'est enregistré. Donc, c'est disponible en replay sur French Morning. Vous allez sur la page d'accueil. Donc, quand vous êtes sur French Morning London, je vais peut-être vous faire une démo ultra rapide. Et puis après, on va pouvoir clôturer. J'enlève le partage d'écran. Et voilà. Hop là. Voilà. Vous descendez tout en bas, vous êtes sur webinaire, et là vous retrouvez tous les webinaires de French Morning. Ils sont tous là. Là, vous avez l'article du webinaire d'aujourd'hui.
Et là, donc, on va mettre le replay à l'intérieur de cet article et il y aura aussi les contacts de Stéphane qui vont être mis juste à côté. Voilà. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous présenter Altaroc et cette opportunité. J'espère qu'on pourra prendre des nouvelles d'Altaroc dans les prochains trimestres et les prochaines années. Je vous souhaite le meilleur. Pour ceux qui sont intéressés, on a un autre webinaire la semaine prochaine. Donc, je vous invite à ouvrir la prochaine newsletter de French Morning. On parlera immobilier la semaine prochaine. Merci à tous d'être restés connectés jusqu'à la fin et je vous souhaite une très bonne journée où que vous soyez dans le monde. À bientôt. Merci. À bientôt, Au Stéphane, à revoir. bientôt, Romain.